eh ben, bonsoir. Bonsoir à vous. Je suis là devant vous ce soir parce que avec l'idée de mon ami Olivier, on a décidé d'essayer de communiquer par Twitch, de voir si il y a des gens qui étaient un peu intéressés par ce qu'on avait envie de dire, envie de partager avec vous. Donc, ce que j'ai envie de partager avec vous, ça concerne en fait l'enseignement du bouddhisme zen. Je suis moi-même une pratiquante depuis plus de 40 ans. J'ai suivi donc un enseignement, un maître que vous voyez en photo juste derrière moi, quand il était jeune. Et donc me voilà pour ce soir. Alors évidemment, le zen, c'est très, très vaste. C'est des enseignements, c'est un enseignement millénaire, qui a plus de 2000 ans et qui est composé de beaucoup de choses, de textes, d'enseignements, qui s'est transmis, donc depuis 2500 ans. Mais j'avais quand même envie de mettre un thème ce soir à ce que j'avais envie de vous dire. Et le premier thème qui m'est venu, dans la tête, c'est, le thème de la paix. Alors évidemment, c'est facile à comprendre pourquoi, parce qu'il suffit que vous ouvriez, votre télé, votre radio, votre, téléphone, n'importe quoi et on va vous parler, de guerre, on va vous montrer des images de guerre, on va vous faire peur avec de la guerre et je me suis dit: «Bon mais, moi ça me révolte». Ça me révolte et je me dis que le monde peut être autrement que ça. Alors, bon, autrement que ça, ça veut dire le monde peut être en paix. Et alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Évidemment. Donc, bah, d'abord, moi, je considère pas que les conflits entre êtres humains, ça soit une normalité, que ça soit quelque chose, de qu'on puisse accepter, comme une fatalité, une normalité. Et même avec tous les prétextes qu'on peut donner, même après avec voilà, on dit: «Oui, oui, lui il fait la guerre à l'autre parce que si, parce que ça, le territoire, la religion, le je sais pas quoi», bah, non, je trouve que ça soit pas une norme c'est pour moi, c'est pas une normalité. C'est pas une normalité non plus d'être en conflit avec, ses voisins, ses amis, ses patrons ou patronnes, avec son entourage, c'est pas une normalité d'être toujours, en colère, d'être pas bien, heu, ouais. Et puis même par rapport à soi-même. C'est pas, pour moi, c'est pas normal non plus, d'être à l'intérieur de soi, stressé, de se sentir de la violence, sentir, de la rage, sentir de la colère, c'est pas une normalité. Alors j'ai été chercher un peu pour vous expliquer, pourquoi je trouve que c'est pas normal, dans le bouddhisme, qu'est-ce qui nous est, dit? Qu'est-ce qui nous est enseigné à travers, les textes? Et dans le bouddhisme, la première personne qui a enseigné quelque chose, bah, c'est le Bouddha lui-même. Le bouddhisme vient de l'enseignement du Bouddha. Alors en 2 mots, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire ou qui découvrent, le Bouddha, c'était un prince qui vivait dans un environnement, des plus confortables, il était marié, il avait un enfant, il avait tout ce qu'il fallait à manger, tout était, parfait autour de lui, on va dire. Mais, quelque chose au fond de lui le titillait. Il se demandait un peu: «Mais qu'est-ce qui se passe derrière les murs de mon château?» puisqu'en fait, il sortait pas, hein, ou il était, plus ou moins, non pas qu'il était enfermé, mais, sa vie était là mais il a commencé à se préoccuper de ce qui se passait, de l'autre côté du mur, quoi. Donc son père était pas trop d'accord d'ailleurs pour qu'il aille à l'extérieur, mais il y est allé. Et là, il a découvert que, bah, effectivement, autour de lui, il y avait de la souffrance, il y avait du malheur, il y avait de la maladie, de la vieillesse, de la mort, et que des conflits, plein de choses il s'est dit: «Mais non, mais ça c'est pas normal,
c'est quoi cette histoire, quoi? Je veux dire, pourquoi l'être humain, vit ça? Donc il s'est mis en quête d'essayer de trouver une réponse à ça et de trouver une réponse, comment résoudre ce problème de souffrance. Et donc lui, il vivait en Inde à cette époque-là, les personnes qui pouvaient lui donner éventuellement une réponse, c'était les yogis, puisque eux-mêmes avaient des recherches, très profondes, très fortes. Donc il est allé auprès des yogis, il a pratiqué avec eux, il a fait beaucoup de choses, beaucoup d'ascèses, jusqu'à quasiment mourir. Mais il avait, toujours pas sa réponse. Il avait toujours pas, résolu ce problème, de la souffrance de l'être humain. Donc un jour, ben, ce qu'il a fait tout simplement, il s'est assis. Il s'est assis au pied d'un arbre et puis, il a pris cette posture, donc cette belle posture dans lequel vous voyez, maître Kossen derrière moi. Et puis il s'est mis à respirer tranquillement. Alors c'est pas une posture qu'il a inventée, c'est une posture qui existait, bien avant lui, mais c'est une posture que naturellement il a prise lui, à ce moment-là, pour se dire: «Bon voilà, mais que comment je peux faire? Qu'est-ce qui se passe, quoi?» Et puis bon, il s'est positionné, il a respiré, il a arrêté de bouger, il a arrêté de bouger son corps. Petit à petit, son esprit aussi s'est calmé et il est resté là comme ça pendant 49 jours. Et au 49e jour, au matin, il a levé les yeux et il a vu, l'étoile du matin, l'étoile du berger. Et il a eu, alors on appelle ça un éveil, on peut dire peut-être un déclic. En tout cas, il a compris. Il a il a compris. Alors, qu'est-ce qu'il a compris? Et donc, il s'est dit: «Bon, bah, voilà, ouais», je veux dire, cette assise, cette tranquillité, cet abandon complet de lui-même l'a amené à comprendre. Mais du coup, il s'est dit: «Mais bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je peux transmettre ça aux gens? Est-ce que je dois enseigner quelque chose? Est-ce que je dois leur dire? Comment?» Parce qu'à la fin, c'est vraiment intime à soi-même, en fait. C'est vraiment à l'intérieur de soi. Tout en étant, complètement en relation avec l'univers, ce qu'on découvre dans cette pratique, c'est vraiment à l'intérieur de soi. Donc, problème, comment diffuser ça? Comment partager ça? Comment Et donc il est allé voir, des compagnons à lui qui l'avaient suivi pendant pas mal de temps, avec qui il avait pratiqué toutes ces ascèses, toutes ces choses et qui ne l'avaient pas mené là où il voulait. Mais, il est allé les voir et puis il leur a dit: «Bah, voilà, et qu'est-ce que je dois faire?» Et les autres lui ont dit: «Mais faut que tu enseignes mon gars, faut vraiment que tu y ailles. C'est ce qui peut vraiment sauver l'humanité. C'est ce qui peut, je veux dire, ce que tu as trouvé là, c'est merveilleux quoi, c'est incroyable». Alors, il a dit: «Bon, OK, OK, je vais essayer d'enseigner, de diffuser». Et donc, la première chose qu'il a été capable de dire par rapport à ça, ça a été: «Tout homme naît dans ce monde pour la joie et le bonheur, l'accomplissement de tous ses souhaits et pour partager avec la nature et avec les autres existences». Première chose, quoi. Et maître Kossen, lui, il donne, ce commentaire. Donc cette phrase décrit notre véritable destinée. C'est une description à partir de la vision absolue des choses, à partir des conditions normales, naturelles, non perverties par les maladies de l'esprit. Et il ajoute: le but de l'enseignement du Bouddha et des maîtres authentiques n'est pas d'inculquer une vérité aux autres, mais à terme,
de calmer, d'élargir leur esprit fondamental, de l'apaiser, de leur faire perdre l'esprit de querelle et de les faire revenir aux conditions normales. Tout est là. Je veux dire, c'est, l'enseignement ultime, en fait, c'est l'enseignement d'amour. C'est l'enseignement de l'amour universel. Alors vous allez me dire: «Mais comment c'est possible que juste, par une pratique, par un corps, par ce corps qu'on a, ce corps qui est vraiment pas parfait d'ailleurs, qui a tous les aléas qu'on peut lui trouver et à chacun les siens, comment on peut, se dire tout ça? Comment on peut, arriver à cet éveil-là?» Bah, le Bouddha, il le dit aussi, il le dit: «Bah, si vous essayez, vous verrez, vous comprendrez. Je peux vous emmener, vous montrer la posture, vous aider à vous tenir droit, à respirer, de vous aider à ce que l'atmosphère soit correcte pour le faire, mais faites-le». Je veux dire, ça tient à vous. Ça tient pas à moi, à un autre, au voisin, à l'autre. Ça tient à soi-même. Je veux dire, trouver l'éveil, c'est quelque chose qui vient de nous-mêmes. Donc voilà, l'histoire, elle est partie de là. Alors, la première chose une des choses que je pourrais dire justement par rapport à ça, c'est le Bouddha, une des premières choses qu'il a dit, en fait, ce qu'il a compris, c'est que pour résoudre les choses, on ne doit pas demander aux autres de résoudre pour soi-même. On ne doit pas demander aux autres de changer, de se transformer. La chose que l'on doit faire, c'est soi-même se regarder, rentrer dans sa propre intimité, se comprendre soi-même, de manière à pouvoir faire bouger et évoluer les choses. Votre attitude, à partir du moment où vous allez commencer à la comprendre, à la voir, vous allez naturellement changer votre façon, votre regard sur l'autre. C'est c'est le b.a-ba, c'est le b.a-ba de cet enseignement. Ça me fait bizarre, je vois personne pour me répondre, je me dis: «Tiens, est-ce que ça leur parle? Ça leur parle pas? Est-ce que c'est quelque chose de clair?» Bon, peu importe, je vais essayer de continuer quand même, avec ma petite conférence que j'ai quand même un petit peu préparée. Donc j'ai écrit pour m'aider. La base du bouddhisme, l'objet du bouddhisme, c'est l'être humain peut être heureux et libre, mais comment peut-il y parvenir? Donc, la seule réponse, c'est zazen. Alors évidemment, à partir de là, il y a plein de choses qui se sont greffé, on va dire, il y a des gens qui ont suivi son enseignement. Donc à l'époque du Bouddha, ils ont été, excessivement nombreux. Il avait ce qu'on appelle une sangha, donc les gens qui ont pratiqué avec lui, qui l'ont suivi et puis là, ça s'est essaimé au fur et à mesure du temps et son enseignement s'est essaimé ou bien au sud de l'Inde, en Chine, au Japon, mais aussi en Corée, en Birmanie, tous les pays orientaux en fait, ça s'est, essaimé très fort. Mais son enseignement, faut faire attention parce que comme tout enseignement, ils peuvent aussi être pervertis ou en tout cas, prendre des formes, on va dire, différentes. Alors justement, moi, ce que j'ai aimé dans le zen que j'ai rencontré, c'est le côté non formaliste. Ce côté non formaliste, m'a amené à pouvoir y accéder sans avoir l'impression de rentrer, ni dans une église, ni dans une école, ni dans un truc fermé, mais au contraire,
de pouvoir rentrer dans un enseignement qui m'amène justement à cette liberté. Et je pense que ça aussi, c'est très important dans le domaine de la paix, c'est on peut être en paix avec soi-même si on se sent libre. Alors, c'est un bien gros mot, se sentir libre, oui, libre, j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça. Non, 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 c'est pas du tout ça, la liberté du zen. Être libre, c'est se sentir en accord avec soi-même. C'est d'arrêter d'être en conflit avec soi-même. C'est d'arrêter de se sentir agressé par l'extérieur. C'est se sentir, heureux, quelles que soient les circonstances. Alors ça veut pas dire être béatement à se dire, «Ouais, celui-là, il m'a fait un truc comme ça et j'accepte même si c'est inacceptable», non, c'est pas de c'est pas du nihilisme, c'est pas comment dire, c'est pas je baisse la tête, hein. C'est, «Ah oui, pardon, oui, oui, c'est moi qui ai tort», non, c'est vraiment bon, je peux vous en parler parce que j'étais moi-même originairement, quand j'étais adolescente, j'étais, très, très en colère et cette colère, ne m'a pas quittée, avant des années, même il m'a fallu un certain nombre, d'années de pratique avant de quitter cette colère. Et parfois, elle peut encore revenir. Je me dis: «Bon, OK, OK, allez, continue à pratiquer parce que c'est pas la peine, tu vois, de te laisser à nouveau emporter, par cette colère». C'était même à un point que, mon maître dans le zen, on donne des ordinations, en fait, pour ceux qui le demandent, qui ont envie de s'engager dans cette pratique et qui ont envie surtout de s'engager à la diffuser cette pratique. On donne des ordinations et donc lors de cette ordination, il m'avait donné, le nom de Gyuji et Gyuji, ça veut dire, vache compassionnée et donc bon, Gyuji, vache compassionnée, je suis vachement fier parce que je me dis, c'est un nom fort, hein, pour ceux qui ne le savent pas, la vache, par exemple, en Inde, c'est la représentation de la déesse mère sur terre. Et puis compassionné, OK. Puis bon, et puis un jour, j'ai dû, mon rakusu, ce que je porte là, était très vieux, il devenait, immétable, donc je m'en suis cousu un nouveau. Bon ça, je pourrais peut-être vous expliquer ce qu'est un rakusu, mais enfin toujours est-il que nous, on a ce vêtement qu'on coud à la main qui, heu, qui est le symbole de la transmission chez nous et donc je m'en refais un nouveau pour être un peu plus présentable. Et puis je lui remets pour qu'il me derrière c'est calligraphié, hein, donc je lui remets et il me met une calligraphie et il me refait une vache et puis il me dit: «Vache paisible». Ah je me dis: «Waouh, ça y est, je commence à rentrer vraiment dans la pratique, je commence à être dans la paix, dans le paisible». Bon, c'était le début, faut continuer. C'est pour ça qu'on je veux dire, quel que soit qui qu'on soit, quand on commence à pratiquer zazen, ben, on continue, en fait toute sa vie. Je veux dire, c'est pas, ça y est, j'ai acquis quelque chose, j'ai acquis l'éveil, ça y est, je suis roi du pétrole, j'ai tout compris et je vais vous l'enseigner, mais j'arrête de le faire. Non, pas du tout. D'ailleurs, Stéphane, maître Kosen, qui nous a quittés il y a très peu de temps, il est décédé le 21 septembre. La veille de sa mort, il était au dojo. Malgré ses difficultés, sa fatigue, la maladie qui était présente, il était au dojo parce que pour lui, le zazen, c'était le centre de sa vie. Donc et il a enseigné ça pendant, plus de 50 ans. Plus de 40 et il a pratiqué pendant plus de 50 ans. Donc voilà, c'est une passion. Bon, j'ai l'impression qu'il m'a un peu transmis sa passion et j'en suis, très, très heureuse d'ailleurs. Donc voilà, c'est bon, c'est ma petite introduction, sur ce qu'est le zen et la paix.
Alors évidemment, je suis bien consciente que le zen ne fait pas de la géopolitique. Quand on fait du zen, chacun peut avoir ses propres opinions évidemment, peut réfléchir ou, avoir envie de comprendre, comment ce monde fonctionne, d'une manière très matérielle. Mais le propos du zen, c'est vraiment que chacun trouve la paix et qu'à partir de cette paix, qu'il puisse transmettre cette paix aux autres aussi et de pas rentrer dans les conflits et pas, et puis je crois que c'est important, dans un moment où on n'arrête pas de nous parler de guerre, et bah, surtout de parler de paix parce que la paix, elle est possible. Elle est pas, la guerre n'est pas inéluctable, c'est un petit délire de certains, à mon sens. C'est que il faut vraiment tout faire pour ne pas rentrer là-dedans, quoi, pour ne pas rentrer dans ce jeu-là. Dans ce jeu, c'est un jeu mortel en plus, donc c'est pas un petit jeu et c'est ce que j'avais un peu envie de vous dire ce soir, sur cette première introduction et mon 1er petit passage, sur Twitch. Alors je vais me tourner vers mon ami Olivier pour lui dire: «Bon, à partir de là, toi, qu'est-ce que tu me poserais comme question? Est-ce que tu as des choses que tu voudrais savoir plus ou qui t'interrogent par rapport à ce que je viens de dire maintenant?» Non, il y a une question, c'est dans le zen, une femme doit-elle se battre pour exister? Dans le zen, une femme doit-elle se battre pour exister? Alors, bah, justement, se battre, c'est peut-être pas le bon mot, quoi. Je veux dire, si on se bat, ça veut dire qu'on est encore en conflit même avec soi-même. Alors évidemment, moi je suis une femme, donc je sais ce que c'est que dans notre société que d'être une femme, de faire son chemin, et dans la société et dans le zen aussi, il n'est pas exclu que l'on soit face à des attitudes, machistes, puisque ça s'est perpétué pendant des générations et des générations. Donc effectivement, on a dans un premier temps, moi j'ai souvent eu le sentiment de me dire que par rapport à mes amis, enseignants du zen, maîtres zen, puisque moi-même je suis maître zen, donc mon maître m'a donné aussi la transmission. J'ai eu des fois le sentiment de me dire qu'il fallait que j'en fasse plus que les hommes pour pouvoir être écoutée, reconnue ou, acceptée, et en fait, je pense que c'est un faux problème parce que, si on est paisible et tranquille, ben, finalement, les choses se passent naturellement. Donc une fois de plus, c'est à l'intérieur de soi qu'il faut trouver la confiance en soi et le côté paisible et pas forcément se heurter et donc non, pas se battre. Alors c'est d'autant plus amusant parce que, Maître Cossen, sa mère, c'était une féministe, assidue et donc elle a dû bien le tanner aussi sur, la place des femmes et tout et donc lui, il était quand même, très éveillé à ça. Bon, il jouait de tout ça dans le sens où, quand comme tout bon maître zen, comme tout bon enseignant de zen, il vous mettait un miroir en face de vous. Donc s'il y avait quelque chose sur lequel vous heurtiez, il était capable de vous emmener encore plus dedans pour que vous lâchiez justement. Donc non, faut pas se battre, hein. Faut pas se battre, faut trouver notre manière de lâcher tout ce côté, conflit, c'est ce qui me semble, hein. Une autre question? Oui, historiquement, des maîtres enseignent le zen aux samouraïs. Où est la paix? Là-dedans. Ah, une autre époque. Je veux dire, à chaque époque, on va rencontrer des choses différentes. On n'est pas à l'époque des samouraïs ici, donc de toute façon, les maîtres zen actuels n'iront pas enseigner à des samouraïs, hein. Ça n'existe plus. On peut il faut comprendre aussi que chaque pays, chaque lieu a son histoire, a son contexte et dans chaque contexte appelle à des réactions, différentes. Moi, je vous parle d'ici et maintenant. Je vous parle de ce que nous, on peut vivre ici et maintenant. Alors vous allez me dire: «Oui, dans ce monde, il y a aussi des endroits où ils sont en guerre». Je trouve ça super triste, c'est horrible. Je veux dire, mais
pourquoi on est encore dans des histoires de guerre alors que on a quand même bien tous compris qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour tout le monde, que l'évolution, elle était là. Ce qu'on avait réussi à apporter à l'être humain pour qu'il puisse vivre tranquillement, ça existe. Alors, pourquoi on en est encore là? Sûrement, il y a plein de réponses possibles, mais une fois de plus, non, la guerre n'est pas du tout une solution, bien au contraire. Alors peut-être qu'elle arrange certains, hein, faut croire ça, mais en tout cas, par rapport aux samouraïs, la question ne se pose pas. Moi, je ne suis pas dans le contexte du Japon antique, avec les samouraïs. Je suis dans le contexte, de l'Occident, avec, ce qu'on a nous ici. Enfin, Est-ce qu'il y aura des zazen le soir ou le matin sur Twitch? non. Alors peut-être que dans un futur, pourquoi pas, j'en sais rien. Moi, pour moi, enseigner le zazen, c'est important pour moi d'être avec les gens, de le partager. Donc, vous avez possibilité de pratiquer. Alors, suivant là où vous habitez, il y a des lieux, ce qu'on appelle des dojos. Donc, il y en a dans plein de villes, en France, en Europe. Il y a plein de lieux maintenant où on peut vous enseigner cette pratique, le zazen. Après, il y a aussi des lieux où on peut faire des retraites. Bon, entre autres, moi, je fais partie d'une sangha où on a un temple dans le sud de la France, le temple zen du Chaos. Et là, très régulièrement, je dirais quasiment une fois par mois, sauf en hiver, sauf en janvier, février, il y a des retraites. Donc, c'est des endroits où vous pouvez aller pour apprendre, pratiquer avec d'autres. C'est sûr que moi j'aime la pratique au quotidien. C'est quelque chose que je fais depuis plus de 40 ans. C'est d'ailleurs que le matin, je me lève, qu'est-ce que je fais? Je m'assois, je mets mon vêtement zen, je mets, mon kessa, mon rakusu. Même si maintenant j'habite dans un lieu où il y a pas de dojo, eh ben, tous les matins, je m'assois, je fais zazen. Pour moi, c'est une évidence et je me dis que tout le monde peut faire ça en fait, 10 minutes, 20 minutes. Ce qui est compliqué, c'est quand vous connaissez pas bien la pratique, que vous avez pas eu l'habitude, c'est bien d'aller dans un dojo, dans un endroit où on puisse vraiment vous aider à trouver cette posture en vous, à pratiquer cette posture et de pas vous fourvoyer parce que, on peut très vite, partir dans des choses qui sont pas justes, en fait, mais donc à travers un écran, on corrige difficilement les gens. Je veux dire, c'est mieux quand même, quand vous débutez de trouver des endroits où on va pouvoir vous aider, vous accompagner dans votre pratique. Alors, la paix, est-ce juste un concept confortable pour éviter d'agir? Non, 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 la paix, c'est un état normal pour agir. C'est-à-dire que si on trouve pas la paix, on n'arrive pas à agir, on réagit. On est sur l'émotionnel. Alors je dis pas qu'il faut pas avoir des émotions, hein, on a naturellement, des émotions. Mais, la base de la souffrance justement, c'est d'être, trop fort dans ses émotions. C'est, trop de peur, trop d'angoisse, même trop de joie. C'est pas naturel, c'est pas normal, hein. Et le fait est, c'est que, moi je dis pas qu'on va arriver à être des êtres parfaits, je dis on va aller vers ça et vivre ça, le plus possible et le fait de faire zazen nous amène à pouvoir vivre ça et le retransmettre dans notre vie quotidienne et le partager. Alors ça veut pas dire que je suis en train de parler, tout le temps aux gens, autour de moi en disant: «Oh tu sais moi je fais zazen donc faut faire comme ci et puis il faut que tu fasses comme ça». Pas du tout, hein. Mais d'être naturellement, compassionné, généreux et de pacifier un peu son entourage aussi, mais naturellement, sans faire du prosélytisme évidemment. Ça marche pas du tout, quoi. Alors, une question sur le passé de soldats de Kodo Sawaki dans l'armée impériale durant la Seconde Guerre mondiale.
pareil, il y a une histoire de contexte que je ne connais pas bien, hein, lui, il s'est retrouvé, il était jeune, embringué là-dedans, il a suivi ce qui se passait. Bon, à mon avis, sur la fin de sa vie, on lui aurait dit de faire ça, il y aurait pas été. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à ça? Moi, je suis pas Kodo Sawaki, je suis pas dans ce contexte-là. Par contre, si Macron, il me dit, «Faut aller faire la guerre», je vais dire: «Non». Bon, je suis une femme trop vieille, il m'embarquera pas, mais non, non, voilà. Mais bon, ce qui s'est passé avec Kodo Sawaki, c'est ce qui s'est passé avec Kodo Sawaki. Moi, j'y étais pas. Après, je sais que Kodo Sawaki a aidé beaucoup de gens, a beaucoup aidé pour transmettre le zen, a fait un travail énorme là-dessus, avec une conception très révolutionnaire de ce que pouvait être l'enseignement du zen. Donc merci Kodo Sawaki, quoi, c'était un grand maître, je pense, ouais. Alors, une autre question. Le zen peut-il vraiment changer quelque chose au chaos du monde? Bah oui, c'est ce que je suis en train de vous dire, hein. C'est le zen peut changer complètement quelque chose vis-à-vis du chaos du monde, parce que le chaos du monde, c'est nous qui le créons. C'est pas quelque chose qui nous arrive sur la tête par hasard comme ça, je veux dire, on est créateur de cette réalité, nous tous, hein, et même ceux qui font du zen, et surtout ceux qui font du zen, parce qu'eux, ils peuvent créer autre chose s'ils veulent. En fait, on peut tous créer autre chose si on veut, mais il faut avoir cette volonté-là, et c'est une recherche quotidienne, c'est une recherche de tout sur tout. Je veux dire, faut vraiment voir comment on vit, pourquoi on fait ça, pourquoi on se comporte comme ci, comme ça. Et effectivement, faut arrêter de penser que c'est toujours l'autre qui est à l'origine de tout ça. Donc le chaos du monde, oui, on peut vraiment changer le chaos du monde, ça j'en suis complètement sûre. Puisqu'on peut changer son chaos intérieur, son chaos personnel, on peut changer le chaos du monde. Ouais. Mais une dernière question. Pourquoi tant de pratiquants zen semblent stressés malgré des années de pratique? Parce qu'ils sont encore en apprentissage. Pourquoi faut toujours juger les autres? C'est un truc un peu étonnant, enfin pas étonnant parce que je comprends, oui, bah oui, un pratiquant du zen peut être stressé. Après, je veux dire, un pratiquant du zen, c'est pas un saint. C'est quelqu'un, ce qu'il a de bien, lui, c'est qu'en tout cas, il y va et puis il continue. Et comme je vous disais, moi, j'ai été pendant des années en colère. J'étais parce que mais il y avait une colère intérieure. Chacun, on peut vivre ça pour X et X raisons par rapport à sa propre vie, par rapport à ce qui s'est passé dans notre vie. Mais des fois, on met du temps à lâcher et puis des fois, on lâche pas. Mais en tout cas, on a le courage d'y aller, c'est-à-dire de se dire, bah non, ce chaos intérieur, moi aussi, je veux le résoudre. Moi aussi, je veux arrêter d'être ça. Et, et c'est surtout que je veux aussi arrêter de juger les autres et d'avoir un avis sur celui-là, il est bien et celui-là, il est pas bien, et pourquoi il est comme ci et pourquoi il est comme ça. Arrêtons, stop, 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 stop. On se calme. Oui, bah, on peut avoir aussi des solutions par rapport à ça. Si le stress de quelqu'un, vous le supportez pas, bah, vous faites OK, je tourne la tête et je vais faire autre chose. Je vais pas systématiquement aller l'emmerder alors que je sais qu'il est déjà stressé. Que ça soit quelqu'un qui fasse du zen ou pas d'ailleurs, je veux dire, pour moi, c'est une attitude normale. C'est soit je réussis à apaiser l'histoire ou parce qu'il se passe quelque chose avec cette personne, soit j'y arrive pas et OK, je passe. On verra après, plus tard. Mais arrêtons de juger les autres. Ça c'est infernal, quoi, toujours l'autre, pour moi, c'est un peu la maternelle, quoi, «Oh ouais, c'est de la faute de l'autre. Ah ouais, mais l'autre, il est comme ci. Ah ouais, mais l'autre, il m'a dit ça». Et bah, grandissons un peu, essayons de passer à un petit stade supérieur, on va dire. Mais oui, même les gens du zen, ils ont besoin de grandir encore et encore. Mais moi, je trouve génial qu'ils aient le courage de venir s'asseoir parce que c'est pas facile, en fait. C'est pas du tout facile.
Et ça veut dire le zen peut-il être pacifique sans devenir tiède? Bah, je sais pas ce que ça veut dire, à devenir tiède, mais le zen et pacifique, pour moi, oui. Le zen, c'est arriver à la paix, donc oui, il est pacifique. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un de très tiède. En général, je suis assez fonceuse, donc tiède, c'est quelque chose que je connais pas. Mais voilà, tiède, ouais, je sais pas ce que la personne qui a posé cette question veut entendre par là. Moi, je pense qu'il faut pas être tiède dans sa pratique, faut y aller. Faut vraiment être, c'est, il y a plein d'enseignements dans le zen et entre autres par rapport au doute. Le doute, c'est un sujet important. Je veux dire le doute, en tout cas dans la pratique, c'est vraiment un obstacle, heu, sans doute. Donc bon, moi j'en ai eu, hein, comme tout le monde, des doutes par rapport à moi-même, oui, sur ce que je fais, ça va pas et tout. Oui, je peux avoir des doutes. Par rapport à la pratique de zazen, non, j'ai pas de doute. Je le fais, ça fait plus de 40 ans et je suis vraiment super heureuse d'avoir rencontré ça dans ma vie. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'était ma première petite intervention sur Twitch. Je vais essayer d'en faire d'autres et je vous donne pour, rendez-vous, le samedi 20 décembre à la même heure, même adresse, et je sais pas encore de quoi je vais vous parler, mais je serai à nouveau là. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci de m'avoir écoutée.